أصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Et pour ma part, je suis comme toujours ravi et heureux de vous retrouver après donc une longue absence sur votre chaîne. Et ici, nous revenons juste pour un petit rappel concernant votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait débat, à savoir ce qui fait discussion entre nous à chaque fois. Et nous essaierons, oui, nous essaierons de faire tout notre possible dorénavant, de nous donner rendez-vous et de nous retrouver au moins 2 fois par semaine. Et voilà, donc nous arrivons ici, après juste notre précédente séquence qui vous a résumé en quelque sorte le bilan catastrophique du dernier sommet de la Ligue arabe qui s'est tenu à Alger dernièrement. Nous ne pouvons de nouveau y revenir vers vous, cette fois-ci, en évoquant ce qui était prévisible. Oui, ce qui était prévisible, diront certains, ce qui était écrit comme leur destin, était prévisible donc et d'avance. Au niveau géopolitique cette fois-ci, nous y revenons au niveau géopolitique pour vous relater la fin du panarabisme si bien résumé par Hafid El-Jay dans la catégorie Monde aux éditions Dossier. Et nous essayerons de résumer en quelque sorte toutes ces idées, toutes ces pensées. En effet, le dernier sommet des États de la Ligue arabe, organisé les 1er et 2 novembre dernier à Alger, a plus que prouvé encore une fois que l'organisation panarabe est une coquille vide, puisque les frères arabes du Mashriq et du Maghreb ont sonné le glas de l'idéal nationaliste panarabe. Comme d'aucuns le savent, le monde arabe s'étale de l'océan Atlantique au golfe arabique sur 13 millions et demi de kilomètres carrés. C'est une population de quelques 444 millions d'habitants, représentant pas moins de 22 pays tout de même, qui partagent la même langue, la même culture, voire la même religion. Ce sont des atouts. Tout cela, ce sont des atouts dont ne disposent pas d'autres ensembles aujourd'hui exemplaires dans leur fédération. Avantagé par sa position géographique, stratégique, ses ressources naturelles, aussi riches que diversifiées, et sa jeune population, le monde arabe n'a pas su tirer profit de tout cela et se contente du rôle de suiveur des véritables maîtres de la planète. Il semble que la lutte contre le colonialisme en est l'origine, et pas que cela. En effet, le nationalisme arabe est né à une époque où les différentes contrées étaient sous domination ottomane puis occidentale. L'idéologie nationaliste arabe a été tout d'abord portée par un certain Hussein Ben Ali, shérif mécois, qui était le leader de la lutte de libération de l'occupation turque et de la création d'un grand État arabe. Durant la Première Guerre mondiale,
il n'hésitera pas à s'allier avec les Anglais pour combattre l'Empire ottoman. Oui, vous avez bien entendu, il s'est allié avec les Anglais pour combattre l'Empire ottoman. Mais la trahison de ses alliés et leur invasion du Proche-Orient développera une haine anti-occidentale chez les nationalistes arabes et chez tous les peuples de la région. Mais après la Seconde Guerre mondiale, l'Occident est devenu l'ennemi numéro un. La Grande-Bretagne, la France, l'Espagne et l'Italie sont perçus comme les forces du mal à abattre. La libération des pays encore colonisés ou sous protectorat, en plus de l'opposition à la création de l'État d'Israël, encourage l'union. Et sous l'impulsion de l'Égypte, les pays arabes, déjà indépendants de cette époque, se concertent pour créer une organisation régionale. Et en 1945, la Ligue arabe, la Ligue des États arabes, est créée. Basée au Caire, cette organisation compte à l'époque 7 membres fondateurs, qui sont l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, le Liban, l'Arabie saoudite, la Syrie et le Yémen. 15 autres pays rejoindront cette ligue plus tard. Ces pays sont la Libye en 1953, le Soudan en 1956, la Tunisie et le Maroc en 1958, le Koweït en 1961, l'Algérie en 1962, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Qatar et Oman en 1971, la Mauritanie en 1973, la Somalie en 1974, l'Organisation de libération de la Palestine en 1976 seulement, Djibouti en 1977 et les Comores en 1993. Mais l'exclusion de l'Égypte en 1978 et le transfert de siège en Tunisie après les accords de Camp David marquent le début d'une période de déclin pour cette organisation. Puisque après la Nakba de 1948, ce qui est appelé le progressisme nassériste dans les années 50, le président égyptien Jamal Abdel Nasser fera figure de leader du panarabisme avec comme idée phare l'antisionisme et la défiance de l'Occident. L'idéologie socialiste progressiste, dite ainsi, est aussi défendue par Jamal Abdel Nasser. Ce dernier, donc Jamal Abdel Nasser, fera le maximum pour développer l'économie de son pays et le rendre indépendant des puissances occidentales. Par ailleurs, il n'hésitera pas à nationaliser le canal de Suez, galvanisant ainsi encore plus les foules dans les pays arabes. Mais ce panarabisme de gauche, proche du bloc de l'Est, ne plaira pas à certains pays arabes pro-occidentaux. Jamal Abdel Nasser défendait par ailleurs la séparation entre le politique et le religieux, attaquant frontalement des mouvements comme celui des frères musulmans, par exemple. Puis, il s'avança vers une fusion des États arabes, avec tout d'abord la création de la République arabe unie,
qui réunissait à l'époque l'Égypte et la Syrie entre 1958 et 1971. Puis l'Union des républiques arabes, à savoir l'Égypte, la Syrie, la Libye, cette fois-ci de 1971 à 1984. Toutes ces tentatives, ainsi celle de l'union entre la Jordanie et l'Irak au sein d'une fédération arabe d'Irak et de Jordanie, se solderont tout simplement par un échec. Après ce qui est appelé la Nakba de 1967 et la mort de Jamal Abdel Nasser, le panarabisme n'est plus qu'un slogan, une petite musique, tout simplement. Et ce panarabisme ressuscitera par occasion, comme lors de la guerre d'octobre 1973 ou de l'intifada palestinienne, mais pas au point de parler d'une véritable nation arabe. Si certains leaders politiques, comme l'Istiqlaliya Allal El-Fassi par exemple, étaient proches du courant nassiriste avant l'indépendance du Maroc et avaient fait de la capitale égyptienne leur base arrière et avaient fait également de la radio Kayrod Sawt al-Arab, la voix des Arabes, leur premier canal de communication. Les choses prendront une nouvelle tournure après la libération du pays, à savoir le Maroc. L'auteur et penseur marocain Abdelilah Belkziz écrit dans son ouvrage Le mouvement nationaliste marocain et la question nationale. Il dit ceci: notre parti estime qu'il est possible d'atteindre l'unité générale à travers des unités régionales, afin que les États de la péninsule arabique puissent être combinés en un État arabe uni, annexant l'Égypte et le Soudan dans un autre pays, unifiant la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Irak et le Koweït dans un autre tiers. Et il poursuit: notre désir de voir les provinces mauritaniennes et libyennes, en plus du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, regroupées en Union du Maghreb arabe, incluses dans la Ligue des États arabes, en quelque sorte une confédération, nous a amené, donc il continue ainsi, il poursuit, nous a amené à croire que les pays d'Afrique du Nord doivent être considérés comme une seule entité, le Maghreb arabe de l'après-indépendance. Fermons les guillemets. Cet attachement à l'unité maghrébine a été couronné par la tenue de la conférence de Tanger en 1958, aux grandes dames de Jamal Abdel Nasser et de ses partisans, qui accusaient les acteurs politiques marocains, algériens et tunisiens de vouloir contrer la dynamique enclenchée par l'émergence de la République arabe unie. Quant à la monarchie marocaine, elle avait, pendant le protectorat, jeté des ponts avec le monde arabe. Ainsi, le discours prononcé le 10 avril 1947 à Tanger par feu Mohamed V constitue une véritable profession de foi panarabe. Disons ceci: il va sans dire que le Maroc, étant un pays attaché par des liens solides aux pays arabes d'Orient, désire naturellement que ces liens se raffermissent de plus en plus, surtout depuis que la Ligue arabe est devenue un organisme important qui joue un grand rôle dans la politique mondiale, avait-il dit Mohamed V à l'époque. Et d'ajouter, les pays arabes ne forment qu'une seule nation, que ce soit à Tanger
ou à Damas, cela ne fait qu'une et une seule nation. Après l'indépendance, le défunt souverain, Mohamed V, enverra un éclaireur. Et cet éclaireur n'est pas moins le prince héritier de l'époque Moulay Hassan, à 2 reprises en Égypte. Et en 1958, le Maroc adhère à la Ligue arabe. 2 ans plus tard, le roi, toujours le roi Mohamed V, se rend en Égypte et signe un communiqué conjoint avec le défunt colonel Jamal Abdel Nasser. Et nous pouvions y lire ceci dans ce communiqué. Toute bataille qui sera livrée dans la grande patrie arabe sera celle de tout arabe. La lutte qui s'étend du Maghreb arabe en Algérie jusqu'à Oman, sur le golfe arabe, en passant par la Palestine, foncièrement arabe, n'est qu'une phase du nationalisme arabe dans son mouvement libérateur. En tout cas, c'est ce que soulignait ce texte. Et sous le règne du roi Hassan II, il y eut des hauts et des bas dans l'engagement du Maroc dans la coopération panarabe. Le Maroc organisa 7 sommets arabes, ordinaires ou extraordinaires, depuis 1965, 69, 74, 81, 82, 85 et 1989. Quant au roi Mohamed VI, on notera 2 participations majeures à des sommets arabes depuis son intronisation en Égypte en 2000 et en Algérie en 2005. Depuis, le souverain se fait représenter aux différents sommets, tantôt par le prince Moulay Rachid, tantôt par le chef du gouvernement ou le ministre des Affaires étrangères. Donc, il est clairement affiché à la non-fausseté de cette impression d'unité arabe. En 2016, le Maroc devait abriter le 27e sommet arabe, mais décide de céder son droit d'organiser cette session ordinaire de la réunion des chefs d'État. Et le 19 février de cette année-là, donc de cette même année, le ministère des Affaires étrangères rend public un long communiqué expliquant les raisons du désistement du royaume marocain. Et nous pouvons y lire dans ce long communiqué ceci. Au regard des défis auxquels fait face le monde arabe aujourd'hui, le sommet arabe ne peut être une fin en soi ou devenir une simple réunion de circonstances. Les conditions objectives pour garantir le succès d'un sommet arabe, à même de prendre des décisions à la hauteur de la situation et des aspirations des peuples arabes, ne sont pas réunies. En tout cas, c'est ce que soulignait le communiqué du département dirigé à l'époque par Salah ad-Din Mzouar. En clair, le Maroc ne voulait pas être l'hôte d'une rencontre des dirigeants arabes et sans intérêt. La diplomatie marocaine explique alors craindre la tenue d'un sommet où les discours entre guillemets, une fausse impression d'unité et de solidarité. Déjà à cette époque, on craignait cela, la désunion en quelque sorte. C'est que la situation post-printemps arabe était chaotique dans plusieurs pays, avec des guerres, sans issue, en Syrie et au Yémen. Le monde arabe traverse certes une période difficile. L'heure de la vérité a sonné. Les leaders des pays arabes ne peuvent se contenter
une nouvelle fois d'un simple diagnostic amer de la situation de divergence et de division que vit le monde arabe, sans fournir de réponses collectives, décisives et fermes susceptibles de faire face à cette situation, que ce soit en Irak, au Yémen ou en Syrie, où les crises ne se compliquent davantage à cause des nombreuses manœuvres et des agendas régionaux et internationaux. En tout cas, déjà à cette époque, encore une fois, c'est ce que notait ce communiqué. Et ce 27e sommet de la Ligue arabe, au niveau des chefs d'État, se tiendra finalement en Mauritanie et sera baptisé le sommet de l'espoir. Toujours vivre dans l'espoir. Et pour ce qui est du dernier sommet organisé en Algérie, il a reflété l'état d'une ligue arabe clairsemée, et c'est le moins que l'on puisse affirmer. Si de grands sujets sont à l'ordre du jour, comme la sécurité alimentaire, la question palestinienne et la réforme de l'organisation panarabe avec la suppression du fameux article imposant le consensus autour de toutes les décisions. Remarquons tout de même, et ce n'est pas la moindre des choses, l'absence de plus de la moitié des dirigeants a vidé ce sommet de sa substance, de tout son sens. Autrefois, oui, autrefois, respectés, les Arabes sont aujourd'hui relégués aux oubliettes, même au rang d'observateurs. Et ils sont là pour faire l'appoint, oui, l'appoint, juste l'appoint, quand les puissances mondiales ont besoin de leur soutien et de leurs ressources surtout. Il est éreintant, oui, il est éreintant, chers amis, de voir que l'union des peuples arabes est désormais limitée aux chaînes satellitaires de news, oui, de sport et de divertissement, surtout en tout genre. Et quant au digital, oui, ce qui est digital, ça c'est tout une autre histoire. Oui, au digital, ça c'est une autre histoire. C'est avec cela que se nourrit ce monde arabe. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est sur ce constat désolant et plus qu'alarmant de cette Ligue arabe et de ce panarabisme que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, mais néanmoins nous espérons vous retrouver bientôt avec un immense plaisir. Merci pour votre participation, nous nous écoutons jusqu'au bout des séquences. Ces séquences qui attendent énormément de vous, qui attendent votre soutien en vous y abonnant, nombreux, afin d'être informés bien sûr rapidement. N'hésitez surtout pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.